Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de juillet et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Je vous envoie plein de courage si jamais c'est le cas. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 lectures qui ont été encore une fois très variées, même si on a un petit thème qui ressort, et notamment le thème que c'était pas terrible ces 5 dernières lectures, sauf une. Bref, mais c'était quand même pas nul, hein, je vous rassure, restez. Et avant de vous parler de mes lectures, je voulais juste vous dire que j'avais envoyé des services presse de mon roman Les Grands-mères dans l'espace à des youtubeuses, des booktubeuses plus particulièrement, et il y a déjà 2 personnes donc qui ont chroniqué mon livre, et franchement, je suis trop contente parce que c'est de très bons retours. Et vraiment, je remercie Totalie Brune et la bibliothèque de Vilaine qui ont donc lu Les Grands-mères dans l'espace, mon roman, et qui ont fait, qui l'ont déjà lu, qui ont été super rapides et qui ont beaucoup aimé et qui ont fait des retours vraiment géniaux. Même pour Totalie Brune, mon roman est dans son top 3 de son bilan de mi-année, donc vraiment c'est trop cool. Et aussi, je voulais vous dire plus particulièrement, si vous avez peur que le côté SF ne vous plaise pas parce que vous ne lisiez pas de science-fiction, etc., je vous conseille vivement d'aller voir l'avis de la bibliothèque de Vilaine parce que toutes les deux, Vinciane et Mylène, qui sont donc mère et fille et qui font leur chronique ensemble, ne lisent jamais de science-fiction. C'est vraiment un genre qui ne leur plaît pas plus que ça, ou en tout cas qu'elles ne lisent pas ou peu, et donc leur avis est vraiment intéressant sur ce point-là. Donc je vous conseille d'aller voir leur avis. Je vous mettrai tous les liens en description vers ces 2 avis-là, si jamais vous hésitez encore à acheter mon roman et que vous avez envie d'avoir un petit peu les premiers retours. Voilà pour ça. Et on peut donc maintenant passer à mes 5 lectures de la semaine, enfin des 2 dernières semaines. Alors j'ai lu Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama. C'est un livre qui est un tome 2, mais qui peut se lire indépendamment, on y reviendra. C'est un livre que j'ai lu pour le Lisons l'Asie, le challenge Lisons l'Asie, organisé par Eva de Perfect Books. Vous allez voir, ça va être un peu ça le thème, c'est que j'ai essayé de lire à la fois des sagas et des livres pour le Lisons l'Asie, et c'est plutôt bien réussi cette affaire. Et j'ai donc lu ce livre, Un lundi parfum matcha, dans le cadre du Lisons l'Asie, parce qu'il se passe au Japon. Alors, Un lundi parfum matcha, le tome 1, c'était un jeudi saveur chocolat, me semble-t-il, c'est la saga du café Marble. C'est un livre qui est paru au Japon en VO en 2021 et en version française en 2024. Il fait 230 pages et moi je l'ai lu en numérique. Dans cette série, on est un petit peu un mélange entre un roman et des nouvelles, si on peut dire, parce que on va suivre, avec comme point central le café Marble, différents personnages tout au long de l'année, donc un chapitre correspond à un mois et à un personnage. C'est un peu en ça que ça fait des nouvelles, parce qu'on va suivre vraiment des destins de vie différents à chaque fois, mais en fait chaque nouvelle est liée entre elles parce que le personnage qu'on suit, en fait on l'a vu déjà dans le chapitre précédent, et donc c'est ça, en fait on a un petit peu des lignes de vie comme ça qui se croisent et qu'on va approfondir. Alors ici j'ai trouvé que finalement le café Marble était assez peu central, il était un petit peu dans les premières nouvelles et après on s'en éloigne. Personnellement ça m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé sympa particulièrement dans certaines nouvelles on aborde l'univers des livres notamment, et ça c'est toujours plaisant. Alors globalement j'ai bien aimé parce que c'est toujours agréable de suivre un petit peu des personnages comme ça, voilà, qui sont liés entre eux, de faire le lien, dire ah oui tiens lui c'était telle personne dans la nouvelle d'avant, enfin dans le chapitre d'avant. Mais j'avoue qu'il m'a manqué une petite dimension émotionnelle pour que vraiment je puisse dire que j'ai beaucoup aimé. Là j'ai aimé mais sans plus, on va dire. C'est pas un livre qui va me marquer très longtemps, j'ai un ou deux chapitres dont je me souviens un petit peu, sachant que je l'ai lu au mois de juin. Mais voilà, ça va pas me rester gravé dans la tête pendant très longtemps. Et c'était pareil pour le tome 1, un jeudi saveur chocolat. Je m'en souviens plus du tout, je me rappelle juste voilà que c'était ce même principe de personnages qui se retrouvent voilà, d'un chapitre à l'autre. Donc voilà, on va dire que c'était pas incroyable. C'était sympa à lire, c'est une bonne lecture détente qui est plaisante, mais voilà, ça va pas me marquer. Par contre, je suis contente parce que du coup, je suis à jour dans cette saga. J'avoue, je suis pas certaine s'il y a d'autres tomes que je les lirai parce que c'est pas non plus... Oui, c'est sympa à lire, mais c'est pas hyper marquant non plus, donc voilà, pas sûr que je lise la suite s'il y en a une. Et niveau trouillomètre, c'est du 1/5, même pas peur. Ensuite, j'ai lu Sauveur et Fils, le tome 3 de Marie-Aude Muraille. J'ai lu ce livre en lecture commune avec les lectures de Galaë et on s'est organisé cette lecture commune grâce au grand chelem des sagas de Monsieur Cabric, parce qu'on a un groupe
où on peut échanger sur nos lectures de saga dans le cadre du challenge, et les lectures de Galae m'avaient dit « Ah, moi aussi j'aimerais bien lire la suite de Sauveur et Fils », et il se trouve qu'on en était au même point, au tome 3, et donc on a lu ça ensemble, c'était très sympa. Et ça me fait aussi une série lue dans le cadre L'été en série de Total et Brune. Donc vraiment, je suis fière de moi, j'avance bien dans mes sagas. Alors, Sauveur et Fils, le tome 3 est paru en grand format en 2017 et en poche en 2020. Et c'est un livre qui fait 311 pages que j'ai fait en lecture numérique. Alors là, petit point commun avec le livre précédent, Un lundi parfum matcha. Donc un lundi parfum matcha, on avait un chapitre égal un mois et on avançait dans l'année comme ça. Dans Sauveur et Fils, on va de semaine en semaine. Et je trouve ça sympa comme découpage. Alors, pour le coup, ça fait des gros chapitres. Parce que les semaines sont très chargées dans la vie de Sauveur. Sauveur qui est un psychologue clinicien et qui reçoit donc des patients, et on suit avec lui un petit peu ses échanges avec ses patients. Et il a des adultes qui viennent le voir, mais il a aussi beaucoup d'enfants. Il est un petit peu spécialisé, on va dire, dans les cas des enfants qui ont des problèmes dans leur vie. Et donc on suit voilà un petit peu sa relation avec ses patients, l'évolution de ses patients. On a certains patients qui sont présents depuis le tome 1 et qu'on voit évoluer au fil des tomes, et il y a certains patients ou patientes qu'on voit que sur un seul tome. C'est le cas dans celui-là comme dans les autres tomes. Et bien sûr, Sauveur, il a aussi une vie personnelle bien remplie, et on continue de suivre l'évolution de sa vie, des rencontres qu'il fait, des soucis qu'il rencontre. J'aime toujours autant, j'adore vraiment Sauveur et Fils, c'est une série que j'adore la plume de Mario de Muraille. On est ici plutôt dans du jeunesse, mais ça n'en est pas moins intéressant sur les thèmes abordés, qui sont des thèmes vraiment importants et actuels de nos sociétés, de tout ce que peuvent vivre les enfants, notamment quand ils sont au collège, au lycée, etc. Tout ce qu'ils peuvent rencontrer comme difficultés, à la fois sociales, sociétales, mais aussi vis-à-vis de leurs parents, de leurs relations sociales, bref. Ça couvre plein de sujets, de thématiques qui sont hyper intéressantes et d'actualité. Ça, c'est très cool. Le petit bémol que j'ai dans ce tome, c'est que j'ai pas trop aimé le comportement de Sauveur dans ses relations personnelles, dans une de ses relations personnelles en particulier. Je vous dirai pas laquelle, comme ça je vous spoil pas le tome 1 si jamais vous l'avez pas encore lu. Mais je vous conseille de le lire. Voilà, j'ai pas trop aimé sa manière, finalement, en tant que psy, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit plutôt calé en termes de communication dans sa vie privée. Et en fait, là, j'ai trouvé que c'était pas du tout. Alors, ça s'explique dans le tome 3. Voilà, on pressent qu'il y a des choses dans la vie de Sauveur qui vont pas, dans sa vie pro notamment, et donc ça peut s'expliquer, mais je me suis dit, là, Sauveur, quand même, tu fais pas trop d'efforts, tu manques d'empathie un petit peu. Bref. Voilà, c'est un ressenti très personnel, et comme je dis, qui peut être expliqué dans ce tome 3. Mais c'est un détail, j'ai quand même passé un excellent moment de lecture. C'est un livre, quand je commence à le lire, je n'arrive plus à le lâcher. Et le problème, c'est que comme c'est un livre numérique, c'est un livre que je lis le soir avant de me coucher. Et donc, à cause de Sauveur et de toute sa clique, j'ai pas réussi à m'endormir plusieurs soirs d'affilée parce que j'arrivais pas à le lâcher. En fait, une fois que je suis dans cette histoire, j'ai tellement envie de savoir ce qui va se passer pour les personnages que j'arrive pas à lâcher le livre. Ce qui est problématique pour mon sommeil. Pour Sauveur et Fils, je vous conseille de lire la série dans l'ordre parce que sinon vous allez perdre plein d'éléments, à la fois de la vie personnelle de Sauveur, mais aussi de ses patients et patientes qu'on suit depuis le début. Donc je vous conseille de le lire dans l'ordre, sinon ça n'aura pas trop de sens. Vous allez être perdu, je pense. Niveau triométre, c'est du 1/5. Même pas peur, mais attention, dans ce tome en particulier, il y a des sujets sensibles. Alors, il y a toujours des sujets sensibles abordés, selon notre vie, en fait, qu'on a eu notre enfance, etc. Ça peut faire écho chez nous, mais là, en particulier, dans ce tome, il y a un élément très marquant, voilà, qu'on a tous et toutes vécu, qui nous a tous impactés d'une manière ou d'une autre. Donc, attention, juste sachez-le, ça peut être bouleversant. J'ai d'ailleurs trouvé très émouvant ce passage-là. Il me semble qu'une fois, j'ai fait une erreur, je vous avais dit que ça se passait à Paris, Sauveur et Fils, mais pas du tout. Ça se passe à Orléans. Et là, je crois qu'on est en... Je veux pas dire de bêtises sur l'année, mais je crois que c'est 2016. Voilà, donc, grosso modo, pour moi, une très bonne lecture. J'ai hâte de continuer cette série, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Peut-être qu'on lira la suite avec les lectures de Galae en août, si on a le temps. Mais ouais, vraiment, très contente d'avoir lu ce tome 3. J'ai ensuite lu Lui et moi de Alice Finet. C'est une lecture commune encore que j'ai fait avec Total et Brune. Oui, Virginie est partout dans cette vidéo, comme moi je suis partout dans cette vidéo en ce moment.
Lui et moi est paru en 2020 en VO et en version française en 2022. Il fait 380 pages et une fois de plus, je l'ai lu en numérique. Alors de cette autrice, j'avais lu Daisy Darker, que j'avais adoré, qui est dans un genre similaire mais un petit peu différent. Et vraiment, j'avais adoré Daisy Darker. Il y avait un côté huis clos qui m'avait beaucoup plu, sur une île avec une tempête. Un petit côté Ils étaient 10. Là, dans Lui et moi, on est dans un polar thriller. Moi, je trouve que vraiment les deux genres sont très mélangés parce qu'on suit Anna, qui est journaliste, et qui va être amenée à se déplacer sur les lieux d'un meurtre et donc à suivre ce meurtre pour la BBC parce qu'on est en Angleterre, et on suit aussi Jack qui lui est policier et qui enquête sur ce meurtre. Les chapitres alternent entre ces deux personnages, la journaliste et le flic, et j'ai pas du tout aimé ce livre. Voilà, mettons directement les pieds dans le plat. Autant j'ai aimé Daisy Darker, autant je n'ai pas aimé Lui et moi, parce que en fait il y a deux choses que j'ai pas aimées et c'est très personnel. Je n'ai pas aimé les personnages, Anna et Jack. Tous les deux, je les ai trouvés antipathiques. Malgré ce qu'ils ont vécu chacun de leur côté, j'ai pas aimé comme ils étaient construits. Alors oui, c'est très réaliste, on peut dire que ce sont des personnages qui sont réalistes, mais je n'ai eu aucune forme d'empathie pour eux, même ils m'ont agacée. Je les ai pas aimés en fait. Tout simplement, c'est juste, voilà, des fois ça matche pas avec des gens, et des fois ça matche pas avec des personnages, et là c'était le cas. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand j'aime pas des personnages? C'est que je me désintéresse de ce qui leur arrive. Premier point problématique. Deuxième point que j'ai pas aimé, là aussi très personnel, c'est l'ambiance. Alors c'est lié aux personnages notamment. C'est cette ambiance, en fait, elle est impactée par les personnages et elle impacte les personnages, c'est un petit peu à double sens. J'ai pas aimé, c'était un petit peu trop sombre, un petit peu tout vraiment négatif, on va dire. Il y a certaines scènes que j'ai trouvé glauques, et tout ça fait que finalement, cette ambiance qui était un petit peu trop sombre, plus ces personnages que j'ai pas aimés, voilà, ça fait que je suis passée à côté du roman. Alors attention, ça n'enlève rien à l'intrigue, qui elle était très bien. Vraiment, le côté enquête, etc. était vraiment bien. Il y a des rebondissements, il y a des twists, et ça marche. Et il n'y a pas de problème. Mais moi, j'avoue qu'à la fin, j'étais tellement désintéressée par l'histoire des personnages que j'ai juste fini par lire en diagonale pour connaître le fin mot de l'histoire. Parce que j'étais quand même intriguée par la fin, par savoir qui était derrière tout ça. Honnêtement, j'avoue, j'ai même failli l'abandonner. Comme j'étais en lecture commune avec Total et Brune, je me suis dit, et si je l'abandonnais et que j'allais demander à Virginie comment ça se termine? Et puis je me suis dit, bon non, allez, là, j'étais quasiment à la fin. Je me suis dit, allez, je vais quand même aller au bout, mais j'avoue que j'ai lu en diagonale. Ça m'arrive assez rarement. Ça m'arrive souvent pour les polars, en fait. Parce qu'autant j'abandonne facilement des livres plus contemporains ou autres, parce que en gros l'intrigue finalement, la fin elle est souvent prévisible ou quoi, donc voilà. Donc ça j'abandonne facilement. Mais les polars j'ai un peu du mal à abandonner parce que souvent je sais qu'il y a des petits twists à la fin et j'ai quand même envie de savoir, donc voilà. Quand il y a un polar ou un thriller que j'aime pas, j'ai tendance à le finir en diagonale juste pour connaître le dénouement. C'est mal. Est-ce que c'est mal? Peut-être pas. Mais c'est comme ça, voilà. En tout cas, c'était plutôt un flop pour moi, ce livre. C'est dommage parce que vraiment, je m'attendais tellement à aimer parce que j'avais tellement aimé Daisy Darker. C'est pas grave, je pense que je retesterai l'autrice à l'occasion, voir ce qu'elle a fait d'autre, et je déciderai si je continue ou pas avec elle. Niveau triomètre, on est sur du 2 sur 5. Ok, mais lu en journée, voire même, il y a certaines scènes qui sont montées à 3 sur 5. Pense à respirer de temps en temps. Il y a une scène en particulier qui m'a fait peur, alors c'était le moment où je lisais en diagonale. Donc je me suis dit, je vais continuer en diagonale parce que si en plus de me désintéresser de l'histoire, ça m'empêche de dormir, non, je suis pas d'accord. Voilà, ça fait quand même un petit peu flipper, sachez-le, au moins certaines scènes. J'ai ensuite lu Miss Kim de Cho Nam-jo. C'était encore une lecture commune, cette fois avec Eva de Perfect Books, parce que donc c'est l'organisatrice du challenge Lisons l'Asie. On a profité de cette occasion de Lisons l'Asie pour lire Miss Kim qui se passe en Corée du Sud. C'est un roman qui est paru en version originale en 2021 et en version française en février 2026, donc il date de cette année. C'est un livre que j'avais eu la chance de gagner lors d'un concours organisé par Flow & Books à l'occasion du challenge
Mars au féminin. La maison d'édition Robert Laffont me l'avait gentiment envoyé, j'avais donc hâte de le lire et de vous en faire le retour pour les remercier quand même de ce cadeau, c'est la moindre des choses. Ici on est dans un livre qui fait 279 pages et c'est un recueil de nouvelles dans lequel on a 8 nouvelles qui parlent du destin de 8 femmes sud-coréennes. Cho Nam-jo, c'est l'autrice de Kim Ji-young, née en 1982, que j'avais beaucoup aimé parce qu'il parle de la place des femmes en Corée du Sud dans les années du coup à partir des années 80. Et j'avais beaucoup aimé ce roman en fait qui avait un petit peu sous ses airs de roman sociétal, un petit air d'essai. Vraiment, je trouvais que c'était un mélange assez astucieux, qui mêlait astucieusement des données très concrètes sur les places des femmes et l'impact finalement que la société avait sur elles à cette époque-là. Tout ça au travers de l'histoire de Kim Ji-young. J'avais remarqué dans ce roman que l'écriture était assez froide, mais ça ne m'avait pas dérangé parce que je trouvais que ça allait parfaitement bien avec ce personnage de Kim Ji-young et avec ce côté mélange et ses romans. Ici, dans ces nouvelles, ça m'a un petit peu plus dérangé parce que ce style, il est le même en fait. On a un style qui est assez froid, assez distant. Alors pas sur toutes les nouvelles, mais en tout cas au début, ça m'a marqué. Et du coup, ce style froid fait que j'ai très rarement réussi à être en empathie avec les personnages. Ça pêchait un petit peu de ce côté-là au niveau émotionnel, j'ai pas ressenti grand-chose, à l'exception d'une nouvelle que j'ai beaucoup aimée, L'Aurore boréale, qui parle d'une femme d'une soixantaine d'années qui rêve d'aller voir les aurores boréales et qui enfin, après toute une vie à ne pas avoir le temps, finit par passer le pas et à aller au Canada pour voir les aurores boréales. Et elle part avec sa belle-mère et j'ai vraiment aimé cette nouvelle parce que il y a ce côté intergénérationnel, ce côté de relation entre belle-fille et belle-mère, ce côté aussi où ces personnes sont âgées, où elles ont dû attendre tant d'années finalement pour réaliser un rêve. Et au travers de cette histoire, on découvre plein de choses en fait de leur vie, de toutes les contraintes une fois de plus que la société a eues sur elles en tant que femmes. Donc j'ai vraiment adoré cette nouvelle-là, qui est la plus longue je crois du recueil. Les autres nouvelles étaient pas nulles, il y en a certaines même que j'ai bien aimées aussi, mais c'était assez inégal finalement. Il y en a que j'ai déjà totalement oublié, tout simplement. Et il y en a d'autres que j'ai bien aimées, mais auxquelles il m'a manqué un petit supplément d'âme pour vraiment qu'elle me reste longtemps. Par contre, ce qui est vraiment bien avec ce recueil de nouvelles, et c'est ce qui m'a le plus plu finalement, c'est que au travers de ces 8 femmes, on découvre, une fois de plus, 8 destins de vie, à chaque fois abordés de manière différente. Les nouvelles ne sont pas du tout linéaires, elles ont chacune leur particularité, leur originalité, ça c'était bien, mais surtout on découvre finalement, encore une fois de plus, c'est ce qu'elle avait initié dans Kim Ji-young, née en 1982, c'est la place des femmes. La place des femmes dans cette société coréenne est là plus actuelle, plus récente, et de ce côté-là était plaisant. J'ai découvert pas mal de petites traditions, par exemple, ou encore plein de plats coréens. Il y a plein de bouffe mentionnées dans ce livre, c'était trop bien. Voilà, mon côté gourmand... Ça m'a parlé. Vraiment, c'est ça qui m'a le plus plu, c'est de découvrir la place des femmes en Corée du Sud, tout simplement. Vous voyez, j'ai quand même mis quelques post-it, c'est que tout ne m'a pas déplu. En général, voilà, quand il n'y a pas du tout de post-it, c'est que rien ne m'a vraiment marqué, rien ne m'a interpellé. Là, oui, il y a des choses voilà, qui m'ont marqué, interpellé, des petites choses intéressante. Le petit post-it bleu, c'était une petite larmonnette. Ah oui, c'est une petite larmonnette, c'était assez dur la première nouvelle. Mais en fait, c'est cette première nouvelle qui m'a fait dire ah, ce style est froid, parce qu'en fait, dans la première nouvelle, on parle de fin de vie, de maladie, et c'était très beau. Le fond était très beau. Ça m'a serré le cœur à un moment donné là. Mais ça aurait pu être beaucoup plus émouvant en fait. Et c'était pas le cas. Et c'est là où je me suis dit mais en fait ce style est quand même très distant, enfin moi en tout cas, j'avais beaucoup de distance avec le style. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. En soi, ça aussi c'est très personnel. Autant moi ce style ne m'a pas parlé, peut-être qu'il vous parlera plus à vous. Avec Eva, on a aussi beaucoup aimé une des nouvelles, la dernière phrase d'une des nouvelles qui est écrite sous forme de lettre qu'une jeune femme écrit à son ex-petite amie. Ça nous a beaucoup fait rire cette fin. J'avoue, j'ai bien aimé cette nouvelle-là, elle était aussi assez éloquente sur les rapports hommes-femmes en Corée du Sud, pas qu'en Corée du Sud d'ailleurs, mais voilà, c'était vraiment chouette. En gros, c'était pas le recueil de nouvelles du siècle, je peux pas dire que j'ai aimé toutes les nouvelles, mais il y a certaines choses quand même qui m'ont plu. Oui, le style n'était pas pareil, pas très égal partout, il manquait un petit peu voilà, d'émotion, mais il y avait quand même
des messages importants et intéressants dans ce livre. J'ai quand même beaucoup aimé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu une nouvelle par jour, parce qu'il y a donc 8 nouvelles, donc je l'ai lu sur 8 jours. Non, le dernier jour, les dernières nouvelles étaient courtes, je les ai enchaînées. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne manière de consommer ce livre en lisant une nouvelle par jour, parce qu'elles sont assez longues pour quand même faire une bonne histoire, sans être trop longues pour être indigeste. Et voilà, j'ai préféré faire comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les nouvelles. Alors, Eva a eu l'impression qu'on avait des personnages qui se retrouvaient d'une nouvelle à l'autre. Personnellement, je ne l'ai pas vu, à part éventuellement Miss Kim. Il m'a semblé voir une ou deux fois, mais à savoir est-ce que c'est la même personne ou pas, parce que je pense que Kim est un nom de famille assez courant en Corée du Sud. Voilà, personnellement, je n'ai pas vu de lien, à part ces histoires de femmes. Perso, j'ai pas vu de lien entre les nouvelles, donc pour moi, les lire une par jour, c'était vraiment parfait. Désolée, ma grand-mère vient de m'appeler, du coup, en arrêtant, je crois que j'ai fait bouger le cadre, désolée. Si jamais c'est plus le même cadre, bref, en tout cas, je sais plus ce que je disais, du coup, elle m'a perdue. Et donc, grosso modo, j'ai quand même bien aimé, certaines histoires me resteront plus en tête que d'autres, et le trouillomètre était à 1 sur 5, même pas peur. Et ensuite, j'ai lu Les Carnets de l'apothicaire, le tome 16, qui est un manga de Natsu Yuuga, Itsuki Nanao et Neko Courage. Ce tome 16 est paru en février 2026, et celui-là je l'ai lu toute seule. Donc je l'ai lu à la fois dans le cadre, une fois de plus, du Lisons l'Asie, parce qu'il se passe en Chine, il est écrit par des japonaises, et il fait 160 pages. Et je l'ai lu aussi pour le grand chelem des sagas, bien évidemment, il était en série. Je reste sur ma lignée, et du coup c'est pas mal parce que je suis passée à, je crois, 46 sagas en cours. Alors que j'étais à 56 il y a 1 ou 2 mois, là, quand je vous avais fait le petit bilan sur les sagas. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez encore aller la voir là. Alors, je vais pas vous en dire trop sur ce tome 16 en particulier, parce que ça vous spoilerait tout le reste de cette série de mangas. C'est un manga, bien évidemment, qu'il faut lire dans l'ordre, dans lequel on est avec Mao Mao, qui est apothicaire, qui se retrouve dans le tome 1, embarqué, enfermé au palais impérial, et qui va en gros servir d'apothicaire, de servante, un peu tout. C'est un personnage qui est très marrant, vraiment. Moi, elle me fait trop rire. Dans ce tome 16, ça n'a pas fait défaut. Elle m'a vraiment encore beaucoup fait rire. Alors, je lis assez peu de mangas aussi longs, mais là, j'ai eu l'impression dans ce tome 16, pas qu'on se foutait de nous, mais pas loin, parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose. L'histoire avance vraiment très peu dans ce tome. On a quelques scènes intéressantes, dont une qui m'a fait mourir de rire avec Mao Mao. Celle-là, c'est la scène classique. Il y a aussi une scène qui m'a vraiment choquée pour le coup, qui est à l'opposé de ce que je venais de lire avant, avec Mao Mao, bref. Mais j'ai trouvé qu'on avançait vraiment très peu dans ce tome 16. J'avais pas eu cet effet dans les tomes précédents. Il me semblait quand même qu'à chaque fois, on avait on va dire un acte complet qui se commençait, qui se terminait, plus l'histoire de fond qui avançait. Là, pour le coup, j'ai trouvé qu'on était juste... on nous a pas beaucoup avancé dans l'histoire. J'étais assez déçue, j'avoue. J'aurais aimé que ça fasse... En fait, il fait 160 pages. Je sais plus combien faisaient les tomes précédents, mais c'est la première fois que j'ai ce sentiment avec cette série, donc je suis en train de me dire, est-ce que la prochaine fois, je laisserai pas plus... En plus, du coup, 160 pages, ça se lit très vite. Je l'ai lu hier en 1 heure, et encore, même pas. Et je me suis dit, est-ce que finalement, pour le prochain tome, j'en laisserai pas plusieurs sortir et me les faire à la suite, parce que là, il se passe tellement peu de choses dans ce tome-là, je vais oublier ce qui s'est passé. J'avais déjà oublié ce qui s'était passé au tome 15. Bref, voilà, je suis en train de me dire, mince, en fait, ce format de manga, oui, j'aime l'histoire, j'adore suivre Mao Mao, mais en fait, est-ce que c'est pour moi? En ce sens où j'ai une trop mauvaise mémoire pour vraiment me rappeler à chaque fois de ce qui s'est passé avant. Et comme c'est des livres que j'ai pas en papier, je les lis en numérique, je vais moins facilement aller relire les tomes précédents pour me les remettre en tête, et puis bon, je vais pas tout relire à chaque fois. Je sais pas trop. Dites-moi vous comment vous faites quand c'est des très longs mangas comme ça, qui sont pas tous parus. Est-ce que vous attendez que plusieurs en sortent d'avance? Est-ce que vous les lisez au fur et à mesure qu'ils sortent? Je veux bien votre retour d'expérience, parce que voilà, moi habituellement, c'est d'ailleurs pour ça que je préfère acheter des mangas. Je regarde là parce qu'il y a mes Silent Voice, qui est un manga en 7 tomes. J'ai acheté les 7 d'un coup, et je me les suis enchaînés, quoi, en fait. Et c'était très bien. Et maintenant, j'essaye de faire ça plutôt pour les mangas, de prendre des mangas qui sont terminés, et que je sais que je vais pouvoir enchaîner. Parce que, voilà, là, ils sortent, je sais pas, ils sortent tous les combien, tous les 6 mois ou tous les ans. Je me rends compte que c'est assez dur de suivre l'histoire. Bref, à part ça, j'ai envie de dire que c'est trouillomètre 1 sur 5. Mais attention, il y a une scène assez marquante quand même dans ce tome 16, assez choquante. Bref, voilà, pas une mauvaise lecture, parce que c'était quand même plaisant à lire, mais un petit peu déçu par, par ce manque d'avancée dans l'histoire. Mais bon, c'est propre au manga peut-être, au manga aussi long. C'est peut-être juste la manière de faire habituelle, c'est juste que moi je n'y suis pas habituée.
c'est possible. Voilà, on arrive au bout. Avant de partir, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo également. Et quant à moi, je vais vous laisser, je vais retourner à mon activité principale du mois de juillet, à savoir regarder le Tour de France dans mon canapé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!